Donc, on termine donc la séance matinale par les dernières données qui ont été vues au cours de l'ESMO de Barcelone et qui concernent la carcinologie digestive. Donc, j'ai l'honneur de co-modérer cette séance avec mes amis, le professeur Dieb, Rarbi et Ayeti. Donc, je donne la parole à madame, ou à monsieur ou madame Mahjoub, je ne connais pas, madame Mahjoub. Donc, je commence d'abord par remercier énormément le comité d'organisation, à leur tête Dr Haddewi, Dr Jihen Ayari, de m'avoir invité et donné l'opportunité d'être parmi vous dans cette 7e journée d'enco-militaire. Et je suis acharnée de vous présenter le cancer digestif post-ESMO. Par contrainte du temps, je choisis quelques chapitres et quelques études positives. On va commencer tout d'abord avec le cancer œsogastrique. Et j'ai choisi tout d'abord l'étude rétrospective multicentrique SpaceFloat. Donc c'est une étude randomisée. Et vous savez tous que la prise en charge et le traitement de référence des adénocarcinomes œsogastriques se base sur le protocole FLOT, c'est-à-dire 4 cycles en néoadjuvant et 4 cycles en adjuvant. Mais une proportion importante de ces patients ne peuvent pas recevoir la totalité de ce protocole, et surtout le protocole FLOT en post-opératoire. Et de cela, ça vient la question qui est posée par cette étude rétrospective SpaceFloat sur la réponse histologique suite à l'utilisation de la chimiothérapie néoadjuvante. Est-ce qu'elle permet de guider l'indication ou non d'une chimiothérapie post-opératoire de type FLOT? Donc, c'est une étude rétrospective multicentrique qui a colligé 1887 patients à partir de 12 pays. Tous les patients suivis pour adénocarcinome gastrique ou un adénocarcinome de la jonction œsogastrique qui avaient tous bénéficié d'une chimiothérapie néoadjuvante de type FLOT, puis ils avaient bénéficié d'un traitement chirurgical curatif de type R0. Et en fonction de la réponse histologique, ont été assignés en 3 groupes. Le premier groupe qui avait une réponse histologique mineure et qui sont au nombre de 460. Deuxième groupe, ce sont les patients qui avaient une réponse histologique partielle et qui sont au nombre de 1200. Et le troisième groupe, c'est les patients qui avaient une réponse histologique complète et qui sont au nombre de 220. Et dans chaque groupe, il a été réparti entre des patients qui avaient bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante de type FLOT et des patients sans traitement adjuvant. L'objectif principal, c'était la survie sans progression et les objectifs secondaires, c'était essentiellement la survie globale. Donc, comme résultat, pour les patients qui avaient une réponse histologique partielle, vous voyez que l'ajout de FLOT en situation adjuvante a permis d'améliorer de façon statistiquement significative la survie sans récidive, avec un hazard ratio de 0,73. De même, elle a permis d'améliorer de façon statistiquement significative l'objectif secondaire, qui est la survie globale, avec un hazard ratio de 0,63. Le deuxième groupe, ce sont les patients avec une réponse histologique complète. Ce sont les patients qui sont considérés comme étant bons répondeurs à la chimiothérapie néoadjuvante et sont dits de bonne survie. Donc, même l'ajout d'une chimiothérapie adjuvante de type FLOT n'a pas impacté ni la survie globale, ni la survie sans progression. De même, pour le troisième groupe, ce sont les patients avec une réponse histologique mineure. On dirait des patients qui sont réfractaires à la chimiothérapie néoadjuvante, donc même l'ajout d'une chimiothérapie de type FLOT en situation post-opératoire n'a pas impacté la survie. En conclusion de cette étude rétrospective, les résultats suggèrent que seuls les patients avec une réponse histologique partielle bénéficiaient de chimiothérapie FLOT en situation adjuvante.
un gain statistiquement significatif en termes de survie. Pour les patients avec une réponse histologique complète, sont considérés avec une bonne survie, donc il n'y a pas de bénéfice. Aussi, pour les patients avec une réponse mineure, il n'y a pas de bénéfice aussi. Cependant, cette étude SpaceFloat avait beaucoup de critiques. Notamment, c'est une étude qui est rétrospective, qui n'est pas randomisée. Deuxièmement, il y a un déséquilibre important entre la sélection de patients qui avaient reçu ou non de la chimiothérapie adjuvante. Et chose aussi très intéressante, qu'il n'y a pas de standardisation et une grande variabilité intra- et inter-observateurs de la réponse histologique post-traitement néoadjuvant. Mais quand même, ça reste un concept très intéressant à étudier pour sélectionner, pour trier les patients qui avaient une mauvaise réponse histologique, chez qui on peut optimiser et intensifier le traitement post-opératoire pour leur garantir une meilleure survie, et aussi de sélectionner le patient bon répondeur chez qui on peut proposer une désescalade thérapeutique post-opératoire. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un lancement d'un essai randomisé Attenuation en France. Deuxième essai, c'est l'essai LBA 60. C'est un essai randomisé de phase 3 qui a comparé le CHR 1701 versus placebo en association avec la chimiothérapie en première ligne métastatique de adénocarcinome ésogastrique avancé sans surexpression de HOR2. Je vous rappelle que le CHR 1701, c'est une protéine de fusion qui est composée d'un anticorps IgG4 ciblant le PD-1 et du domaine extramembranaire de récepteur 2 de TGF-bêta, et que les études de phase 1 ont montré une activation antitumorale importante et encourageante de cette protéine de fusion en monothérapie dans les adénocarcinomes gastriques pré-traités. Donc le design de cette étude, c'était de comparer cette protéine de fusion avec de la chimiothérapie versus placebo avec de la chimiothérapie. Et l'objectif principal de cette étude, c'était la survie globale chez les patients PD-L1 positif CPS supérieur à 5 et aussi chez tous les patients inclus dans cette étude. Donc, les études ont montré que pour le patient PD-L1 positif CPS supérieur à 5, amélioration statistiquement significative de la survie globale, avec un hazard ratio de 0,53, et on est passé de 10 mois à 16,8 mois. De même, l'ajout de cette protéine de fusion CHR 1701 a permis aussi d'améliorer de façon statistiquement significative la survie sans progression avec un hazard ratio de 0,52. Pour le patient inclus dans cette étude, la survie globale médiane et aussi la survie sans progression médiane ont été significativement allongées en ajoutant le CHR 1701 par rapport au placebo. Pour le taux de réponse tumorale, la réponse objective et la durée de la réponse étaient aussi statistiquement allongées en ajoutant le CHR 1701 par rapport au placebo chez les patients avec un taux de PD-L1 positif et aussi chez tous les patients inclus dans cette étude. En termes de toxicité, bien sûr, les effets indésirables de grade supérieur à 3 étaient comparables entre les deux bras, dominés essentiellement par l'anémie, par la thrombopénie, par la neutropénie et de toxicité digestive de type vomissement, nausée et de la diarrhée. Comme conclusion, cette étude MBA 60 a montré la supériorité de l'association de cette protéine de fusion CHR 1701 avec le Capox par rapport au placebo avec le Capox en première ligne métastatique de adénocarcinome ésogastrique sans surexpression de HOR2, avec un bénéfice en termes de survie globale, de survie sans progression, de taux de réponse, quel que soit chez tous les patients inclus dans cette étude, mais surtout pour les patients PD-L1 CPS supérieur à 5, sans majoration de la toxicité. Et voilà, c'est une nouvelle association, le CHR 1701 avec le Capox pourrait être considéré comme nouvelle option du traitement.
Mais ça n'empêche, les résultats de cette étude n'ont pas montré que cette protéine de fusion faisait mieux que les inhibiteurs de point de contrôle anti-PD-L1 qui restent jusqu'à aujourd'hui le standard en première ligne métastatique dans les adénocarcinomes ésogastriques sans surexpression de HER2 avec PD-L1 positif. Troisième étude, c'est l'actualisation de l'étude Keynote 811. C'est un essai randomisé de phase 3 et je vous rappelle qu'il a été présenté initialement à l'ESMO 2022 et l'objectif c'est de comparer le pembrolizumab avec le trastuzumab avec la chimiothérapie par rapport au placebo chimiothérapie trastuzumab dans les adénocarcinomes ésogastriques avec surexpression cette fois-ci de HER2, PD-L1 positif, CPS supérieur à 1. Les résultats présentés à l'ESMO 2022 ont montré qu'il y a une amélioration statistiquement significative de taux de réponse objectif. On est passé de 52% à 74%. Aussi, elle a montré qu'il y en a une amélioration statistiquement significative en survie sans progression, où la médiane elle est passée de 8,1 mois à 10 mois chez tous les patients inclus dans cette étude. De même, pour les patients avec PD-L1 positif CPS supérieur à 1, aussi, il y en a une amélioration de la survie sans progression et la médiane, elle est passée de 7,2 mois à 10,8 mois. Et suite à ces résultats, cette association pembrolizumab avec trastuzumab avec de la chimiothérapie a eu l'AMM en tant que traitement de première intention dans les adénocarcinomes ésogastriques avec surexpression de HER2, PD-L1 positif, CPS supérieur à 1. Donc, je vais vous montrer l'analyse finale de cette étude Keynote 811 présentée à l'ESMO 2024. Non seulement elle a permis d'améliorer le taux de réponse objectif, la survie sans progression, mais aussi elle a montré qu'il y en a une amélioration statistiquement significative de la survie globale en faveur de l'ajout de pembrolizumab, ou le hasard ratio de 0,8. Et vous voyez que la survie globale à 3 ans, elle est de 28% en faveur de l'ajout de pembrolizumab versus 23% avec le placebo. L'analyse de ce groupe est essentiellement le groupe avec PD-L1 positif CPS supérieur à 1. L'ajout de pembrolizumab a confirmé qu'il y en a un bénéfice en termes de survie globale avec un hasard ratio de 0,79, amélioration de la survie sans progression et aussi amélioration de taux de réponse en faveur de pembrolizumab par rapport au placebo avec une différence de 14,7%. Et en plus, un allongement de la médiane de la durée de réponse, on est passé de 9,5 mois à 11,5 mois. Comme conclusion, l'analyse finale de l'étude de Keynote 811 présentée à l'ESMO 2024 a confirmé qu'il y en a un bénéfice en termes de survie globale, où on est passé de 16,8 mois à 20 mois chez tous les patients inclus dans cette étude, et un allongement de la survie globale chez les patients avec surexpression de HER2, où la médiane elle est passée de 15,7 mois à 20 mois sans majoration de la toxicité. Et voilà, cette analyse finale actualisée à l'ESMO 2024 a soutenu l'association de pembrolizumab, trastuzumab, chimiothérapie en première ligne métastatique chez les patients présentant un adénocarcinome ésogastrique avec surexpression de HER2, PD-L1 positif avec CPS supérieur à 1. Deuxième chapitre, c'est l'actualisation de traitements néoadjuvants dans le cancer colique. Et vous savez que l'immunothérapie a révolutionné le paradigme thérapeutique dans la prise en charge de cancer colorectal métastatique avec un statut MSI. Et de cela se vient la question, est-ce que cette immunothérapie en situation métastatique n'a pas d'impact sur le cancer colorectal en situation néoadjuvante? Et je vais vous montrer l'actualisation et la survie sans progression à 3 ans de l'étude NICHE-2, qui est un essai randomisé de phase 2 et qui a été présenté initialement à l'ASCO 2022. Le design de cette étude, c'était d'administrer 2 cycles
d'immunothérapie, nivolumab et ipilimumab, et puis de traiter le patient à la 6e semaine. Les objectifs de cette étude niche 2, c'était bien sûr la tolérance, puisque ces malades vont avoir de la chimiothérapie après un traitement néoadjuvant, la survie sans maladie qui devrait être supérieure à 93%, et aussi d'étudier la signature de l'ADN tumoral circulant. Donc c'est un essai randomisé qui a colligé 115 patients, dont 65% des patients avaient une tumeur localement avancée, le stade T4 clinique. Cette étude a montré qu'il y a une réponse pathologique de 100% chez les patients ayant un cancer colorectal avec un statut MSI qui est réparti comme suit. Une réponse pathologique majeure de 97%, une réponse complète dans 69% et une réponse pathologique partielle dans 3%. Mais aussi, elle a montré qu'il y en a une réponse pathologique même chez les patients qui avaient un cancer du côlon statut MSS. L'actualisation de cette étude présentée à l'ESMO 2022 a montré que la survie sans maladie à 3 ans, elle est de 100% chez tous les patients inclus dans cette étude. Donc c'est une étude positive. L'objectif principal, il est atteint. Mais aussi, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré que tous les patients qui avaient un ADN tumoral circulant étaient négatifs 3 semaines après la chirurgie et après l'immunothérapie en situation néoadjuvante, qui était initialement aux alentours de 92%. Donc je crois que c'est une étude positive qui atteint son objectif principal. Deuxième étude, c'est l'étude niche 3, qui a été stimulée par rapport aux résultats positifs de l'étude niche 2 et qui a positionné l'immunothérapie en situation néoadjuvante. Et cette fois-ci, elle a étudié l'association nivolumab avec le raltimumab en situation néoadjuvante dans le cancer colorectal localement avancé avec un statut MSI. Et le raltimumab est un inhibiteur de LAG3. En fait, la présence de LAG3, il permet un épuisement de lymphocytes T, une réduction de la prolifération et l'activation de lymphocytes T. Donc ça va inhiber la réponse immunitaire lymphocytaire et surtout les lymphocytes T. Donc l'objectif, c'est d'inhiber cette expression de LAG3. Donc le design aussi de cette étude de niche 3, qui est un essai randomisé de phase 2, c'était d'administrer 2 cycles aussi de nivolumab relaltumib et de proposer un traitement chirurgical à 8 semaines. L'objectif principal, c'était le taux de réponse pathologique qui est défini par une tumeur résiduelle inférieure à 50%. Donc cette étude, elle a colligé 59 patients, dont 63% ce sont des tumeurs localement avancées de stade 3 et dont 68% ce sont des tumeurs localement avancées de T4 dans 68%. Donc l'actualisation de cette étude niche 3 a montré que la réponse pathologique, elle était de l'ordre de 97%. Donc c'est une étude aussi qui est positive, avec une réponse majeure dans 92% et partielle dans 5% des cas. Et donc je crois que suite à ces résultats de l'essai randomisé niche 2 et niche 3, tous ces résultats sont et fournissent des arguments solides, des arguments positifs pour étudier l'apport de l'immunothérapie en situation néoadjuvante dans le cancer colorectal localement avancé avec un statut MSI. Pour le cancer colorectal aussi, on est dans le même chapitre, je vais vous montrer le résultat de l'étude EMOTEP, qui est aussi un essai randomisé de phase 2. Et cette fois-ci, il a testé le pembrolizumab en situation néoadjuvante et en monothérapie. Et le design de cette étude, c'était d'administrer 1 à 2 cycles de pembrolizumab, de proposer un traitement chirurgical et puis de continuer le pembrolizumab en situation adjuvante pendant 1 an. Et l'objectif, c'était d'avoir cette fois-ci une réponse histologique complète. C'est l'absence des cellules résiduelles. Donc cette étude, elle a colligé 87 patients. 15 patients avaient un âge de plus de 80 ans, dont
78%, il y en a un envahissement ganglionnaire et dans 94%, ce sont des stades T3 et T4. Ce sont des tumeurs qui sont localement avancées, que ce soit en T, que ce soit en N. 70% des patients avaient reçu un seul cycle de pembrolizumab avant le traitement chirurgical. 30% avaient reçu 2 cycles. 93% avaient eu un traitement chirurgical avec 100% de résection totale. Les autres patients qui n'ont pas eu un traitement chirurgical, c'était à cause de contre-indications médicales ou bien au choix du patient, surtout qu'on a 15 patients qui étaient âgés de plus de 80 ans. Donc les résultats, pour la réponse histologique complète, elle a été observée dans 53%, c'est-à-dire l'absence de maladies résiduelles sur pièce opératoire après pembrolizumab en situation néoadjuvante. Mais la chose la plus importante de cette étude Emotep, c'est qu'il y en a une amélioration de la réponse histologique complète en augmentant le nombre de cycles de pembrolizumab en situation néoadjuvante. On est passé de 46% après un seul cycle de pembrolizumab à 68,2% après 2 cycles, qui est un résultat très intéressant. En plus, cette pembrolizumab administrée en situation néoadjuvante a permis aussi d'améliorer de façon statistiquement significative le downstaging, quel que soit avec atteinte ganglionnaire ou bien avec un stade T localement avancé. Sur le plan toxicité, bien sûr, il y en a des toxicités de grade de plus de 3 dans 13,5% des cas, de grade 5 dans 5,6% et un décès suite à une myasthénie immunodédiée. Le résultat de cette étude Emotep, qui est un essai randomisé de phase 2, a confirmé l'efficacité de ce traitement en situation néoadjuvante dans le cancer colorectal localisé avec un statut MSI, en montrant qu'il y a une amélioration de taux de réponse de la réponse histologique complète à 53%, et surtout, il a montré qu'il y a une amélioration de taux de la réponse histologique complète en fonction du nombre. Donc, je crois aussi que cette étude Emotep est un essai très intéressant. On attend avec impatience les résultats, les objectifs secondaires de cette étude et probablement, pourquoi pas, entamer une autre étude plus approfondie avec un échantillon plus large et d'essayer de répondre à plusieurs questions qu'on peut le poser essentiellement sur le nombre optimal des cycles de pembrolizumab en situation néoadjuvante, surtout qu'on a vu qu'il y a une forte corrélation entre le nombre de cycles administrés en situation néoadjuvante et la réponse histologique complète, sur le nombre optimal de cycles en situation adjuvante, sur les critères d'éligibilité des patients qui peuvent bénéficier de ce traitement. Est-ce qu'il y a aussi des biomarqueurs prédictifs de la réponse et surtout pour nos amis chirurgiens, le taux de la préservation d'organes après cette immunothérapie en situation néoadjuvante. Je veux conclure avec le 3e chapitre sur les carcinomes hépatocellulaires et vous savez que le sorafenib et le lenvatinib étaient pendant longtemps le traitement standard de première intention dans les carcinomes hépatocellulaires. Et jusqu'à l'ère de l'immunothérapie, et surtout avec les résultats de l'étude EMBRAVE, l'atezolizumab avec le bevacizumab est devenu le standard en première ligne métastatique. Donc je vais vous montrer l'actualisation de données de survie à 5 ans de l'étude Himalaya, qui est un essai randomisé de phase 3 et qui a colligé presque 1000 patients, qui a comparé le protocole STRIDE, qui associe le tremelimumab avec le durvalumab versus durvalumab en monothérapie versus sorafenib. Et l'objectif principal, c'était la survie globale. Donc cette étude Himalaya, qui a été présentée initialement à l'ASCO 2022, a montré qu'il y en a un gain statistiquement significatif en termes de survie globale, qui était l'objectif principal de cette étude. L'actualisation présentée à l'ESMO 2024 a confirmé que ce bénéfice persistait même après 5 ans de suivi et que la survie globale à 5 ans, elle est toujours importante de l'ordre de 19% dans le bras STRIDE
par rapport à 9% avec le sorafenib qui était le traitement standard pendant plusieurs années. Aussi, amélioration de taux de réponse et de la médiane de la réponse. Chose aussi très intéressante de cette étude Himalaya, qu'il y a aussi une forte corrélation entre la réponse tumorale et la survie globale. Et vous voyez sur la courbe en orange que pour les patients qui avaient une réponse histologique entre 50 à 100%, la survie globale est très importante aux alentours de 62%. Donc c'est une aussi option. Donc c'est une option comme un traitement standard de première ligne dans le carcinome hépatocellulaire. On va finir avec cette dernière étude, qui est l'étude Checkmate 9DW, qui est un essai randomisé de phase 3, et cette fois-ci, il a comparé l'association nivolumab et ipilimumab dans les carcinomes hépatocellulaires non pré-traités. Il a inclus 660 patients, et l'objectif principal, c'était la survie globale. Les résultats de cette étude Checkmate 9DW a montré qu'il y en a un gain statistiquement significatif de la combinaison nivolumab et ipilimumab par rapport au traitement standard sorafenib ou lenvatinib, avec une survie globale à 3 ans de 38% dans le bras nivolumab et ipilimumab par rapport à 24% dans l'autre bras, avec un hasard ratio de 0,79. Amélioration de taux de réponse tumorale et de la durée de la réponse, où on est passé de 12 mois, la médiane de la durée de réponse, à 30 mois de réponse. Aussi, pour la survie sans progression, il y a un impact positif à 18 mois et à 24 mois en administrant le nivolumab et ipilimumab par rapport au lenvatinib ou sorafenib. Et vous voyez que cette étude, Checkmate, a montré qu'il y en a une amélioration statistiquement significative et de la survie globale et de la survie sans progression à 18 mois à 24 mois, amélioration de taux de réponse et aussi de la durée de réponse avec un profil de tolérance qui est généralement acceptable et bien gérable par l'oncologue, sans détérioration de l'état général et amélioration de la qualité de vie. Et voyez, cette étude Checkmate 9.2W a montré que cette association et cette combinaison nivolumab et ipilimumab pourrait être aussi un nouveau standard en première ligne métastatique dans le carcinome hépatocellulaire, en plus de l'atézo avec le bevacizumab ou le protocole STRIDE. Et je vous remercie. On passe la parole à la salle. Y a-t-il des questions? Ou bien vous avez tous faim et vous voulez passer au repas directement? Je profite pour poser une question. Merci pour cette présentation. Pour le FLOT en post-opératoire, vous avez dit les réponses minimes et les réponses partielles. Quelle est la définition selon l'étude de la réponse minime et réponse partielle? En fait, parmi les critères de cette étude SpaceFLOT, c'était la variabilité inter- et intra-observationnelle de l'anatomopathologie. Il n'y a pas de recommandation exacte pour différencier les patients avec une réponse mineure et les patients avec une réponse partielle. Et parmi les critiques d'ailleurs. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Bon, apparemment, c'était clair. On lève la séance et on se revoit tout à l'heure pour le cancer du poumon.